Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur les aspects fiscaux du groupement forestier qui est organisé par France Sylva, donc la Fédération des propriétaires forestiers. Euh, donc, je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire. Ce webinaire vous sera présenté par Alexandra Beaune, qui est juriste à la Fédération France Sylva. Et vous pouvez aussi potentiellement voir Axel Courtel qui a rejoint la fédération également en tant que juriste. Et puis, je ferai la modération de ce webinaire. Donc, je suis Christelle Chagnadas. Je travaille également à la Fédération France Sylva sur tout ce qui est animation de réseau. Et je me ferai le relais de vos questions auprès d'Alexandra. Aujourd'hui, on va être pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, on va être sur un format un petit peu différent en termes d'interaction, puisqu'on est sur un webinaire où vous avez été plus de 300 inscrits, donc on va avoir beaucoup de monde et beaucoup de participants. Et du coup, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Donc, on va plutôt se concentrer sur les aspects génériques des aspects fiscaux des groupements forestiers. Et je relayerai quelques-unes des questions, mais voilà, nous savons d'avance que nous ne pourrons pas adresser toutes les questions. Donc, j'ai ouvert l'espace de chat dans lequel vous pouvez poser les questions. Et moi, je vois vos questions et je relayerai certaines de vos questions. Je vous informe et vous signale, comme d'habitude, par contre, que ce webinaire est enregistré. Le support de présentation que vous allez voir défiler à l'écran vous sera envoyé a posteriori et ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de France Sylva. Donc, si à un moment donné vous avez des problèmes de son ou des problèmes de connexion, vous pourrez le retrouver d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube France Sylva. Du fait très grand nombre de participants, on va essayer de effectivement rester dans un cadre assez générique autour des sujets fiscaux des groupements forestiers. L'objectif étant de tenir dans un timing de 1h15, 1h30, très grand maximum. Pour ce faire, nous adresserons quelques questions, mais pas la totalité, comme je vous le disais. Et du coup, je vous demande d'essayer d'éviter tout ce qui est les cas personnels très spécifiques ou trop spécifiques, puisque ça, nous ne pourrons pas les adresser. Nous ne nous attarderons pas non plus, nous n'adresserons pas non plus dans ce webinaire les autres formes de sociétés, type GFA, type SCI, qui ont des aspects différents. Et on restera dans le cadre fiscal, puisqu'il y a eu un précédent webinaire sur les aspects juridiques des groupements forestiers. Et ce webinaire est également disponible en replay dès maintenant sur la chaîne YouTube de France Sylva. Donc, toutes les questions d'ordre juridique ne seront pas traitées ce matin. Euh, Est-ce que tu peux juste passer ta diapo, Alexandra, s'il te plaît? Euh, Nous, voilà, ce qu'on voulait vous indiquer, c'est que vous avez de la documentation, pas mal de documentation qui est disponible sur le site francesilva.fr et notamment dans l'espace adhérent avec beaucoup de fiches dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver ces principes génériques. Si néanmoins votre question n'a pas pu être adressée dans le cadre de ce webinaire et si vous ne trouvez pas de réponse dans les documentations disponibles sur francesilva.fr, vous pouvez poser vos questions sur l'adresse email que vous voyez à l'écran. Donc vous aurez le document, donc vous l'aurez a posteriori par mail, en indiquant bien votre numéro d'adhérent et le département de votre syndicat, puisqu'on rappelle que le service juridique Francilva n'est habilité à traiter uniquement les questions des adhérents Francilva. Nous n'avons pas d'agrément pour traiter les questions des personnes qui ne sont pas adhérentes Francilva. Voilà.
Donc, cette introduction un petit peu plus longue que d'habitude étant dite, je vais passer la parole à Alexandra pour qu'elle puisse vous présenter ce webinaire. Et néanmoins, même si c'est un peu plus cadré, n'hésitez pas quand même dans le chat à remonter des questions si vous avez des points que vous souhaitez qui soient un petit peu réexpliqués parce que pas assez compris quand ils sont présentés ou qui sont passés un peu rapidement. N'hésitez pas à me remonter les questions et on aura quand même quelques moments d'échange de questions-réponses où je pourrai relayer vos questions. Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués, je reprécise que pour poser les questions, vous descendez la souris vers le bas de l'écran et vous cliquez sur le bouton chat, conversation ou discussion sur lequel un pop-up s'ouvre et dans lequel vous pouvez poser vos questions. Alexandra, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous, merci Christelle. Donc, effectivement, on va aujourd'hui traiter des aspects fiscaux propres au groupement forestier. Les aspects juridiques, on les a vus. Donc, aujourd'hui, on sait ce qu'est un groupement forestier, on sait le constituer, on sait comment on le gère au cours de sa vie. Et puis, on a vu rapidement la dissolution. Mais aujourd'hui, on ne va pas traiter ces aspects-là. On va vraiment être sur tout ce qui concerne la fiscalité. Donc, plus précisément, on va traiter des revenus du groupement forestier. Donc c'est, les revenus des coupes de bois et puis d'autres types de revenus, on va y revenir. On va faire un focus sur, le défi forêt qui est un dispositif qui permet d'obtenir des crédits d'impôt quand on fait certains types de dépenses liées à la forêt. On va parler de la TVA également, donc TVA régime agricole puisque la sylviculture relève du régime agricole en matière de TVA. On va faire un petit point rapide en matière de taxes foncières parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a pas de particularité, pardon, sur les GF. On traitera de l'impôt sur la fortune immobilière, qui est l'impôt lié au patrimoine immobilier. Et puis, on parlera des transmissions à titre gratuit de parts de groupements forestiers, plus précisément du régime Monichon. Donc voilà les sujets qu'on va aborder dans ce webinaire. Quand on parle d'aspects fiscaux, ce sont principalement ces points-là sur lesquels vous, en tant que propriétaire forestier, vous interrogez le service juridique. Donc, le but, c'est de vous faire un tour d'horizon de la fiscalité et que vous ayez les idées à la fin un petit peu plus claires sur les différents types d'impôts qui peuvent être dus. Juste en amont, un petit rappel préalable. On a certes, on va le voir à chaque fois, on va redérouler, mais pour que vous ayez aussi ça en tête, on dit que les groupements forestiers sont des sociétés semi-transparentes, c'est-à-dire que pour certains impôts, c'est le groupement forestier qui est lui-même le redevable de l'impôt. Typiquement, la taxe foncière, elle est appelée auprès du groupement forestier, alors que pour d'autres impôts, c'est pas le groupement forestier qui est redevable, mais l'associé directement. Et là, je pense aux revenus des coupes de bois, bah, à l'impôt sur le revenu, c'est l'associé directement qui est imposable et le groupement forestier n'a pas de déclaration de son côté à faire. Donc voilà, on parle de sociétés semi-transparentes dans ces situations. On va commencer en premier lieu par les revenus du groupement forestier, donc les revenus des coupes de bois. Heu, alors tout d'abord, petites exclusions pour que vous ayez bien les choses en tête. Un groupement forestier ne peut être soumis qu'au forfait forestier. Il n'a pas le choix fiscalement, il ne peut pas notamment opter à l'impôt sur les sociétés comme peuvent le faire, les autres sociétés de type, les SCI, les GFA et cetera, ou les sociétés agricoles ou les SARL qui peuvent être à l'IS. Un groupement forestier ne peut pas être à l'IS, il relève forcément du forfait forestier. Le forfait forestier, pour rappel, c'est un régime forfaitaire qui implique que ce ne sont pas les revenus réels générés par le groupement forestier qui sont taxés, c'est-à-dire je réalise une coupe de bois, je ne vais pas taxer le prix réel de ma coupe de bois, mais je vais déclarer un forfait et je vais le déclarer tous les ans que j'ai des coupes de bois ou non. Ce forfait qu'on va déclarer, c'est le montant qui apparaît, sur la taxe foncière qu'on appelle le revenu cadastral. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran d'une taxe foncière. C'est ce montant-là qu'on déclare tous les ans, que le groupement forestier réalise ou non des coupes de bois et qui permet de lisser les revenus. L'objectif du forfait forestier, c'est de tenir compte du fait que les coupes de bois, elles sont très espacées dans le temps et puis elles peuvent avoir un montant important une année, puis rien pendant 50 ans. Donc pour éviter d'avoir un énorme sursaut d'imposition l'année de la réalisation de la coupe de bois, tous les ans, on déclare le montant du revenu cadastral. On est imposé un petit peu chaque année
Et c'est ça qu'on appelle le forfait forestier. Donc ça, c'est la même chose quand on est propriétaire forestier en direct ou en groupement forestier, il n'y a pas de différence. La différence, c'est que le groupement forestier n'est pas imposé personnellement au titre de ce forfait forestier, mais c'est chaque associé qui va déclarer la quote-part de forfait forestier qui lui revient. Et donc la quote-part qui lui revient, c'est celle qui correspond à cette détention dans le capital. Donc par exemple, j'ai un groupement forestier qui est détenu à 60-40. Eh ben, ce forfait forestier, on va le déclarer à 60-40. On va reprendre la même répartition, sauf si on a eu une autre décision des associés, mais c'est quand même assez rare. Donc, on va déclarer comme ça. Mais le groupement forestier, de son côté, n'aura pas à déclarer ce forfait forestier. Et c'est le gérant qui va devoir dire aux associés cette information, puisque c'est le gérant qui va recevoir la taxe foncière avec l'information du montant du forfait forestier. Donc, c'est à lui d'aller indiquer le montant que les associés doivent déclarer. Sinon, les associés, ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas le savoir. Voilà pour ce premier point en matière de revenus forestiers. Donc ça, ce sont les revenus classiques d'un groupement forestier. Mais il n'est pas impossible qu'un groupement forestier ait d'autres types de revenus. Alors, la règle dans un groupement forestier, c'est comme on l'a vu sur les aspects juridiques, c'est qu'un groupement forestier est une société civile, donc elle ne peut recueillir ou elle ne peut accueillir que des activités de nature civile. On ne peut pas, par exemple, mettre une activité commerciale de type vente de matériel agricole ou une activité qui n'aurait même rien à voir je sais pas, de boulangerie-restauration. On ne peut pas mettre ça dans un groupement forestier puisqu'un groupement forestier doit avoir des activités civiles. Ça veut dire qu'il peut quand même accueillir quelques autres activités. Par exemple, il peut avoir des revenus issus du label bas carbone, les revenus LBC. Donc ça, ce sont des revenus qui sont liés à des financements par des privés, par des sociétés privées, pour procéder à des opérations de boisement, reboisement en compensation des activités polluantes de ces financeurs. Donc ça, ce sont des revenus un petit peu particuliers, mais peut-être que certains d'entre vous en ont. Et ça, depuis la loi de finances pour 2024, on a eu la confirmation, ou en tout cas la codification dans le Code général des impôts, que ces revenus sont intégrés au forfait forestier. Donc il n'y a rien de plus à déclarer que le forfait forestier classique quand on a des projets label bas carbone. Avec un petit tempérament, c'est que le texte est rédigé d'une certaine manière. Il vise expressément les méthodes label bas carbone actuelles, sauf la méthode de conversion de taillis en futaie sur souche, donc le balivage n'est pas visé. Donc, tous les revenus issus du label bas carbone, selon les méthodes qui sont aujourd'hui agréées, sont comprises dans le forfait forestier, sauf le balivage. Et là, comme on n'a pas comme ce n'est pas dans le forfait forestier, notre interprétation, c'est que dans ce cas, on doit les déclarer en bénéfice agricole, donc en BA, régime général, donc soit micro-BA, soit BA, régime général, selon le seuil, selon qu'on dépasse ou non le seuil. Donc ça, c'est une petite particularité pour le label bas carbone. Donc on peut avoir ce type de revenus dans un groupement forestier. On peut également avoir des revenus de produits de la forêt. Ce qu'on appelle les produits de la forêt, ce sont les champignons, l'écorce, la résine. Donc si jamais le groupement forestier se met à vendre des champignons, là, ce ne sont pas des revenus des coupes de bois, ce sont d'autres types de revenus. Donc là, ça n'entre pas dans le forfait forestier. Et là, on est dans le régime général BA, donc micro BA ou BA réel, selon qu'on atteint ou pas le seuil de dépassement du micro BA. Et là, c'est chaque associé qui déclare sa quote-part. L'EGF n'a pas de déclaration à faire. Et enfin, dernier type de revenu qu'on voit souvent, enfin dernier, non, j'en ai encore un autre, pardon, ce sont les revenus fonciers. Donc les revenus fonciers de location du droit de chasse notamment. Donc on peut avoir ça, un bail de chasse, ou on peut avoir le bail d'un étang. On a des fois des petits cas comme ça. Là, c'est les loyers que le groupement forestier va percevoir, ce sont fiscalement des revenus qui relèvent de la catégorie des revenus fonciers. Et dans ce cas-là, les revenus fonciers impliquent que c'est au groupement forestier de faire sa propre déclaration. Donc là, c'est la déclaration 2072 qui est à faire. C'est une déclaration qui s'appelle déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'IS. Et il va déclarer les revenus qu'il perçoit, donc les loyers qu'il perçoit, éventuellement déduire les frais et charges si jamais il y en a, et qu'il n'est pas au micro-foncier, mais qu'il est au régime réel. L'EGF, dans ce cas, devra conserver tous les justificatifs pour,
si jamais l'administration fiscale vient à demander des précisions. Et puis, comme c'est une société, le groupement forestier qui est à l'impôt sur le revenu, les associés devront, eux, déclarer leur quote-part de revenus fonciers dans leur déclaration de revenus. Donc voilà les 3 grands types de revenus. Je fais juste un petit aparté sur les revenus de placement parce que c'est une question qui revient également de temps en temps. On peut avoir des groupements forestiers qui ont de la trésorerie, c'est-à-dire qui ont, ouvert un compte bancaire et dessus, ont eu de l'argent de coupe de bois et se sont dit: «On le garde pour l'instant dans le groupement forestier parce qu'on va avoir des dépenses dans quelques années». Dans ce cas, si jamais ces revenus si ce placement génère des intérêts. Les intérêts, alors on n'a pas eu de confirmation expresse concernant les groupements forestiers, mais voilà l'interprétation qu'on en a, c'est que ces intérêts relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la même manière que si vous aviez un placement à titre personnel sur un PEA ou des choses comme ça. Donc on a des revenus de capitaux mobiliers et là, ce sont les associés qui doivent déclarer leur quote-part de revenus de capitaux mobiliers, par rapport à leur détention dans le capital social. Donc ça arrive aussi et c'est un revenu que peut avoir, ça fait partie des revenus qu'on voit souvent dans les groupements forestiers. Voilà, on voit qu'on a le forfait forestier qui est le principe, mais on peut avoir des bénéfices agricoles, on peut avoir des revenus fonciers, puis on peut aussi avoir des revenus de capitaux mobiliers. Donc il est important d'avoir un bon suivi dans un groupement forestier puisque, c'est une société qui n'est pas tenue d'avoir une comptabilité, expressément pour la partie, revenu des coupes de bois, mais c'est important d'avoir un suivi donc, de bien, être en capacité d'indiquer aux associés les quotes-parts de revenus qu'ils doivent déclarer. Donc tout ça, c'est au gérant de s'en occuper et de bien transmettre les informations. Toujours en matière d'impôt sur le revenu, on va faire un petit focus sur le défi forêt. Donc le défi forêt, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps et qui a pour objectif de permettre un crédit d'impôt, c'est-à-dire un remboursement par l'État d'une somme quand, certaines dépenses sont réalisées. Juste petit aparté, un crédit d'impôt, c'est vraiment l'administration fiscale qui rembourse un montant, alors qu'une réduction d'impôt, c'est l'administration qui va réduire votre impôt et si jamais vous n'avez pas d'impôt et que la réduction d'impôt, elle est plus importante que l'impôt que vous avez à payer, vous n'allez pas être remboursé de l'écart. Alors que le crédit d'impôt, vous êtes toujours, remboursé même si jamais votre impôt est inférieur au montant du crédit d'impôt. C'est la différence entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt donc aujourd'hui, tous les dispositifs de défi forêt sont des crédits d'impôt. Il y a eu un moment où il y avait une partie qui était en réduction, une partie en crédit. Ça, on n'en parle plus depuis la loi de finances pour 2023. Tout a été aligné et simplifié, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a eu aussi une petite des petites évolutions lors de la loi prévention incendie en juillet 2023. Depuis, ça n'a pas bougé. On espère on aimerait avoir des petites modifications, mais c'est pas forcément aujourd'hui dans l'air du temps d'avoir plus de crédits d'impôt. Donc pour l'instant, je vous présente, l'état actuel de la situation. Il n'est pas impossible que dans la loi de finances pour 2026, il y ait des modifications, mais aujourd'hui, je ne les connais pas. Donc on a 3 dispositifs aujourd'hui, 3 types de dépenses qui permettent d'obtenir un crédit d'impôt. On a les acquisitions, on a les travaux forestiers et on a les souscriptions d'assurance. On va les reprendre un par un. Le défi acquisition, sur le principe, il vise les acquisitions de parcelles boisées et les acquisitions de parts de groupements forestiers. Donc là, quand on est en groupement forestier, on parle uniquement de crédit d'impôt sur les acquisitions de parts de groupements forestiers puisque, ça ne s'applique pas aux acquisitions de parcelles boisées par un GF. Ça, c'est une chose où justement on voudrait que ça évolue, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, vous, en tant que personne physique, vous achetez des parcelles boisées, vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Si c'est un GF qui acquiert des parcelles boisées, il n'y a pas de crédit d'impôt qui se transpose aux associés. C'est uniquement les acquisitions de parts de groupements forestiers. Quand je dis acquisition de parts de groupements forestiers, ça peut être au moment de la constitution du groupement forestier ou en cours de vie sociale, notamment lorsqu'on fait des augmentations de capital. On souscrit des parts en cours de vie sociale. Là aussi, on peut bénéficier du défi acquisition si on respecte certaines conditions. La première, c'est qu'il faut que le groupement forestier, il applique pendant 15 ans un document de gestion durable, à compter de l'acquisition. Alors un document de gestion durable en forêt privée, c'est plan simple de gestion. C'est le document qui est obligatoire à partir de 20 hectares et qu'on peut souscrire volontairement à partir de 10 hectares.
Ça peut être un règlement type de gestion, un RTG, ça c'est en général pris par l'intermédiaire d'une coopérative, ou un CBPS, un code de bonne pratique sylvicole avec un programme de coupes et travaux. Donc ça, PSG, RTG, CBPS, ce sont les 3 documents de gestion durable en forêt privée. Donc pour bénéficier du défi acquisition, on va voir, on va retrouver toujours ces DGD partout, vous allez voir dans les dispositifs fiscaux. Pour bénéficier du défi acquisition, il faut que le GF applique pendant 15 ans un DGD. Si jamais il n'en a pas au moment de la souscription, il doit s'engager à en prendre un dans les 3 ans qui suivent et dans ce cas, le point de départ du délai de 15 ans, ça sera à compter du moment, où il a son DGD. Deuxième condition, il faut que l'associé qui a souscrit ou acquis des parts s'engage à les conserver jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant la date de souscription. Donc ça, ce sont les 2 conditions. L'administration fiscale nous dit: «Vous pouvez bénéficier de ce crédit d'impôt si vous avez un DGD», donc ça veut dire si vous avez une gestion durable dans votre forêt et si vous vous engagez à conserver les parts pendant un certain délai. Là, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, il est lié au montant de la dépense avec sachant que la dépense, elle est plafonnée à 6 250 € quand on est une personne, seule ou non mariée, enfin célibataire, ou 12 500 € quand on est marié. C'est vraiment lié au montant de la dépense. Donc on prend cette dépense-là, on la plafonne à 6 250 ou 12 500 € et on applique un crédit d'impôt qui est égal à 25 de cette dépense-là. Donc ça, c'est le montant du crédit d'impôt qu'on peut percevoir. En groupement forestier, il y a des déclarations à faire, une fois que ce crédit d'impôt, il a été, appliqué. Le groupement forestier, donc par l'intermédiaire de son gérant, doit établir une déclaration d'engagement, c'est-à-dire dire que le groupement forestier a un DGD qui est en cours et puis il doit fournir également une attestation indiquant la liste des associés, hem dans le GF de manière à ce que l'administration fiscale puisse, vérifier que l'engagement de conservation des titres, enfin des parts, est respecté. Et puis de son côté, l'associé, lui, il ne doit pas fournir à l'administration fiscale, mais il doit conserver un document qui permet de justifier qu'il conserve les parts, et l'administration fiscale peut lui demander à tout moment, il doit le fournir à tout moment. Donc ça, sur ces attestations et ces documents à fournir à l'administration, je vous renvoie vers le site de France-Sylva. Il y a des modèles qui sont disponibles dans l'espace adhérent, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Le but, c'est pas que je vous les détaille, ces documents, puisque c'est un petit peu fastidieux, mais en tout cas, vous avez des modèles sur le site de France-Sylva. On les a remis à jour, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc là, je vous ai présenté le premier dispositif pour bénéficier d'un crédit d'impôt, c'est le défi acquisition. Deuxième dispositif qui est souvent utilisé également, c'est le défi travaux. Donc le défi travaux, là aussi, vous ouvre un crédit d'impôt si vous réalisez certains types de travaux forestiers. Les travaux forestiers, c'est assez large puisqu'on vise tout ce qui est renouvellement ou création de boisement. Donc ça peut être de la préparation de terrain, de l'entretien de plantation, tout ce qui est travaux d'amélioration, donc dégagement, élagage, travaux de protection contre les incendies également sont visés. Les travaux, liés à la desserte, donc création d'une piste forestière, d'une place de dépôt, ça fonctionne. Et puis on a aussi eu des précisions de l'administration fiscale concernant le matériel. L'administration fiscale a précisé que les petits matériels bénéficient du défi travaux. Donc petit matériel, elle a donné quelques exemples, donc sécateurs, débroussailleuses, tronçonneuses, ça fonctionne. Par contre, ça ne fonctionne que si ces matériels sont utilisés exclusivement pour la réalisation de travaux forestiers. Donc vous achetez une tronçonneuse que vous utilisez dans votre jardin et puis de temps en temps en forêt, ça ne fonctionne pas. Elle doit être utilisée exclusivement pour la réalisation de travaux forestiers. Et puis tout ce qui est gros matériel, l'administration fiscale a expressément dit que le défi travaux ne fonctionne pas. Donc vous achetez un tracteur, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour le cadre de ce défi travaux. Là encore, pour en bénéficier, il y a des conditions à respecter. Donc là, il faut s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre, les parts du GF jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant celle des travaux. Il faut s'engager à conserver les parcelles, enfin le GF doit s'engager à conserver les parcelles pour une même durée, donc jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant celle des travaux. Et puis on le retrouve cette condition de garantie de gestion durable. Là aussi, il faut que le groupement forestier applique une garantie de gestion durable jusqu'au 31 décembre de la 8e année qui suit celle des travaux.
Et petite particularité, si les travaux sont des travaux de plantation, les graines et plants forestiers qui sont utilisés doivent être conformes aux arrêtés MFR. Donc, il faut que le matériel forestier utilisé corresponde à un certain cahier des charges. Donc voilà, on retrouve un peu comme tout à l'heure dans le défi acquisition, il faut que le GF s'engage à une gestion durable et il faut qu'on ait des engagements de conservation là, de parcelles et de parts. Donc c'est vraiment des engagements qui sont importants et qu'il faut respecter, sinon il y a un risque de remise en cause du crédit d'impôt. Concernant le crédit d'impôt, on est sur les mêmes règles que le défi acquisition, c'est-à-dire qu'on a un plafond de 6 250 € pour les personnes célibataires ou 12 500 € pour les personnes mariées et le taux du crédit d'impôt est de 25. Donc même règle. Par contre, particularité pour le défi travaux, si jamais le montant des dépenses dépasse le plafond de 6 250 ou 12 500 €, là, on peut reporter cette dépense au titre des 4 années suivantes. Donc là, c'est un dispositif qui n'existe que dans le défi travaux, ce mécanisme du report de dépenses. Ce n'est que pour les défis travaux et c'est au titre des 4 années suivantes ou 8 ans si jamais les travaux font suite à un sinistre forestier, c'est-à-dire incendie, inondation, grêle. Là, quand on est dans des situations de sinistre, là, on peut reporter sur 8 ans. De la même manière, on a le groupement forestier doit fournir certains justificatifs. Donc, là aussi, je vous renvoie sur le site de Francilva pour regarder pour avoir la copie de ces justificatifs et pouvoir les utiliser. On retombe un peu sur les mêmes conditions, enfin, attestation de gestion, enfin, garantie de gestion durable et engagement de conservation des parts. Enfin, c'est de pouvoir justifier que les conditions sont respectées dans le temps. Voilà pour le deuxième défi et le troisième défi, il est un peu différent, c'est celui qu'on appelle le défi assurance. C'est un crédit d'impôt qui s'applique aux cotisations qui sont versées à un assureur au titre d'une assurance qui couvre le risque tempête ou incendie. Donc jusqu'à la loi de prévention incendie de l'été 2023, ça ne visait que le risque tempête. Depuis, on a le risque incendie qui s'est étendu, donc ça veut dire que si un GF souscrit une assurance tempête et ou incendie, les cotisations qu'il va verser à l'assureur vont permettre de bénéficier d'un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, il est plafonné là aussi à 6 250 € et 12 500 €, comme tout à l'heure, selon la situation familiale. Et par contre, il a un autre plafond, puisque c'est 76 du montant des dépenses, avec un plafond de 15 € par hectare assuré. Donc on a un petit calcul à faire pour déterminer le montant du crédit d'impôt, mais voilà, on a quand même un crédit d'impôt qui s'applique sur ce type de dépenses. Ça reste quand même intéressant. Et les justificatifs sont un peu plus simples puisque là, on n'a pas cette notion de gestion durable de la forêt. Il faut juste être en mesure de fournir une attestation de l'assurance qui contient certaines mentions, c'est-à-dire, l'identité de l'assurance, la nature des risques couverts, le montant de la cotisation d'assurance payée. Et l'attestation que les fonds utilisés pour le paiement des cotisations ne proviennent pas d'un CIFA. Donc le CIFA, c'est un compte un petit peu particulier, il y en a vraiment pas beaucoup, donc je le passe un petit peu rapidement, mais en tout cas, si on ne peut pas payer, enfin, on ne peut pas bénéficier du défi assurance si on a payé les cotisations d'assurance avec des sommes qui proviennent d'un CIFA. Voilà, je dis juste ça parce que c'est vraiment pas courant et hem et voilà pour les conditions. Donc c'est plus souple, mais là aussi on bénéficie d'un crédit d'impôt. Et voilà ce que je voulais vous dire sur le défi avec juste, quelques petites précisions. C'est qu'il n'y a des cas de remise en cause, mais l'administration fiscale enfin si jamais on ne respecte pas les conditions bien sûr, il y a remise en cause du crédit d'impôt. Mais il n'y a pas de remise en cause dans 2 cas qui sont importants, à mon sens, c'est si le contribuable vient à décéder, il n'y a pas de remise en cause par l'administration fiscale et si jamais on apporte les terrains à un GF, bah, le GF peut poursuivre les engagements en cours et il n'y a pas de remise en cause non plus. Et donc sur tous ces éléments, si vous voulez les reprendre et avoir enfin et avoir des éléments un petit peu, documentés. Vous avez des fiches sur le site de Francilva qui reprennent, dispositif par dispositif, les conditions à respecter, qui vous renvoient vers les textes du code général des impôts, vers la doctrine fiscale. Donc n'hésitez pas à les consulter. Là aussi, on les tient à jour régulièrement puisque comme ça évolue, on a un suivi assez fort sur ces fiches-là.
Donc voilà, sur le site de France Sylva, espace adhérent, allez dans l'onglet dispositions fiscales et puis vous cherchez tout ce qui concerne le défi, vous retrouverez les éléments. Christelle, je te propose qu'on fasse une petite pause. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Après, Tout on à fait. passera à la TVA et à la taxe foncière, mais comme ça, on peut au moins faire une première pause sur la partie impôt sur le revenu. Tout à fait. Il y a quelques questions que je vais adresser. Donc, je ne pourrais pas adresser toutes les questions qui sont posées, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, est-ce que tu peux rappeler à quelle rubrique de la déclaration d'impôt sur le revenu doit-on indiquer la valeur du forfait forestier par associé? Alors, j'ai plus le numéro de la case exacte. Axel, je veux bien que tu fasses la recherche pendant que je réponds en premier lieu. J'ai plus les numéros de case exacts, mais il faut aller sur la déclaration de revenus, c'est la 2042. Pour déclarer le forfait forestier, il faut indiquer au début de la déclaration qu'on a des revenus agricoles. Et là, ça va nous ouvrir la 2042 C Pro. Et il faut chercher ensuite la case forfait forestier. Il y a une case qui est dédiée pour ça, y déclarer les revenus forestiers et puis il faut également, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, les déclarer dans la partie revenus non soumis à contribution sociale pour que l'administration fiscale appelle des contributions sociales dessus, puisque normalement, ce sont des sommes qui sont appelées par l'organisme social de type MSA ou URSSAF, etc. Là, comme ce sont des revenus qui ne sont pas soumis à cotisation sociale, il n'y a pas d'organisme qui vient les appeler, et dans ce cas-là, c'est les impôts qui sont compétents. Donc, on les déclare dans la case forfait forestier et on les redéclare dans la case revenus non soumis à contribution sociale. Axel, je te laisse peut-être la parole pour les cases exactes, s'il te plaît. Oui, alors, sous réserve que ça ne change pas pour la prochaine déclaration de revenus, mais normalement, comme Alexandra l'a dit, déclaration sur le formulaire 2042 c'est pro, aux cases 5 HD, 5 ID et 5 JD, si je ne Ok. me trompe. Et les cases contribution sociale, à tout hasard, est-ce que tu les as aussi? Et contribution sociale, euh, je vais peut-être refaire une Alors, recherche ouais. complémentaire, Alors, mais vous quand pouvez Axel également dit trois, retrouver... quand Axel dit trois cases, c'est parce qu'il y a la pardon. case le contribuable, le conjoint et les personnes à charge. C'est pour ça qu'elle a donné trois numéros de cases selon votre situation. Merci Axel, tu reviens vers nous quand tu as trouvé Oui. la case cotisation salariale. Une question qui revient, est-ce que les défis acquisition, travaux et même assurance, est-ce qu'ils sont cumulables? Oui, ce sont des dispositifs distincts, effectivement. Ils sont cumulables. C'est une bonne question. Vous pouvez tout à Autre fait question. acheter des parts de GF, pardon. Vous pouvez tout à fait acheter des parts de GF et en même temps que le GF réalise des travaux forestiers, vous aurez deux crédits d'impôt cette année-là. Peut-on bénéficier du défi travaux si nous bénéficions par ailleurs d'un financement France Nation Verte, par exemple? Alors, le montant des aides doit être déduit du montant de la dépense. Si jamais vous avez des travaux qui bénéficient d'aides publiques, je donne un exemple, vous avez une piste forestière qui coûte 50 000 euros, mais vous avez des aides à hauteur de 20 000 euros. Pour déterminer le montant du crédit d'impôt, vous allez devoir déduire les aides, vous calculez à partir de 30 000 euros. Donc, vous pouvez en bénéficier, mais vous devez le déduire dans la détermination de la base de calcul du crédit d'impôt. Et justement, pour compléter, les plafonds des défis sont-ils aussi cumulables? Bah, disons, comme on raisonne par type de défi, oui, on va pouvoir les cumuler indirectement, ouais. Si jamais on a un défi acquisition, par contre, on va devoir bien raisonner par nature de dépense qu'on a eue et plafonner et utiliser le plafond chacun pour chaque nature de dépense. Merci. Juste bien repréciser, le crédit d'impôt assurance, est-ce qu'il est à 75% ou à 76%? 76, ouais. C'est Merci. 25% pour défi acquisition, défi travaux et 76 pour le défi assurance. Merci. Dans le cadre du défi acquisition, que se passe-t-il en cas de décès de l'un des associés? Alors, le défi acquisition, il est sur l'acquisition ou la souscription de parts. Donc, si celui qui décède n'est pas celui qui a acquis ou souscrit les parts,
pas de sujet. Si c'est celui qui avait acquis les parts, là, on a une disposition expresse à l'article 215 des sièges du Code général des impôts qui vise le défi acquisition, pardon, qui nous dit il n'y a pas de remise en cause du crédit d'impôt si le contribuable vient à décéder. Donc, une personne achète des parts de groupement forestier, bénéficie d'un crédit d'impôt, 5 ans après, elle décède, pas de remise en cause. Merci. Autre question, si notre groupement forestier achète une parcelle voisine et non des parts de groupement forestier, pouvons-nous bénéficier du défi acquisition si nous souscrivons à de nouvelles actions de notre groupement forestier pour financer l'acquisition? Alors, effectivement, si vous réalisez une augmentation de capital pour injecter de l'argent dans le GF pour que le GF ensuite ait l'argent et puisse faire cette acquisition, vous allez pouvoir en bénéficier au titre de cette augmentation de capital. Par contre, c'est sur cette augmentation de capital que vous allez calculer le défi acquisition. Par contre, l'acquisition par le GF des parcelles n'ouvrira pas droit au crédit d'impôt. Je disais ça au tout début. Euh, L'acquisition de parcelles par un GF n'est pas visée. C'est quelque chose qu'on voudrait faire évoluer parce que ça, à notre sens, c'est pas tout à fait cohérent. Mais c'est la rédaction du texte qui est comme ça. On peut pas aujourd'hui l'appliquer. Mais c'est vraiment sur l'opération d'apport d'argent par le biais d'une augmentation de capital qui vous ouvrira droit au crédit d'impôt. Merci. Est-ce qu'un groupement forestier peut recevoir des dons, y compris des dons forestiers? Des dons financiers, pardon, excusez-moi. Des dons Financiers. d'argent, on peut en faire. Après, je vois pas très bien l'intérêt, puisque sur le principe, c'est 60% de droit à l'État. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. C'est pas une association au sens fondation, etc., hein. Donc, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de crédit d'impôt à ce titre-là. Comme on peut, je ne sais pas, quand on donne à l'UNICEF ou des choses comme ça. C'est pas une association, hein. Un groupement forestier, c'est une société comme une SARL classique, quoi. Donc, il n'y a pas de crédit d'impôt là-dessus. Faire un don à un GF, je le conseille pas trop. Merci. Les revenus, donc juste pour être bien sûr, les revenus du label Bas Carbone ne sont donc pas à déclarer car ils sont intégrés au forfait forestier. Exactement, vous avez tout compris. Parfait. Et la dernière question Sauf pour cette, balivage, pardon. sauf Sauf Baselivage. balivage qui est en bénéfice agricole. D'accord. Et la dernière question pour cette slave de questions-réponses concernant les plus-values qui peuvent être réalisées dans le cadre d'un groupement forestier. Alors, j'ai pas prévu de traiter les plus-values. Euh, on peut avoir des plus-values dans différentes situations, c'est-à-dire un groupement forestier qui vend des parcelles dont il est propriétaire. Je suis en train de réfléchir, savoir si on la traiterait pas à la fin, une fois qu'on aura tout vu, parce Ok, que c'est très vraiment à part. particulier. Ouais, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est particulier, mais c'est vraiment à part. Donc, je propose qu'on la remette tout à la fin. On peut Pas en de parler, c'est une souci. question intéressante. Ok, je l'adresserai donc en fin de présentation et du coup, je te laisse continuer euh, le, le déroulé de ta Ok. présentation. Alors, pour la suite, on va parler de TVA et de taxes foncières. Je vais aller un petit peu plus vite sur ces deux aspects puisqu'il n'y a pas de particularité liée au groupement forestier. Donc, le but, c'est que j'attire votre attention sur les choses qui sont un petit peu plus spécifiques GF. Donc, je vous fais un rappel rapide TVA, un rappel rapide taxes foncières et n'hésitez pas à aller consulter le site. Il y a des fiches qui sont dédiées sur ça. En matière de TVA, donc la sylviculture, elle relève du régime agricole et non du régime général ou d'un autre régime particulier. On est dans le régime agricole puisque l'administration fiscale nous dit clairement que la sylviculture fait partie des activités agricoles au sens de la TVA. Euh, donc, en matière de TVA, on a plusieurs situations qui sont possibles. Un GF, soit il n'est pas redevable de la TVA, ça veut dire qu'il va être le consommateur final et donc qui va payer de la TVA sur tous ses achats. Il va acheter des plants pour ses travaux forestiers, il va avoir de la TVA dessus. Il va acheter du matériel agricole, il aura de la TVA. Il va payer des prestations de services pour des coupes de bois, il va payer de la TVA. Il ne la récupérera pas. Et à l'inverse, il vendra des bois, il ne mettra pas de TVA dessus puisqu'il n'est pas soumis à TVA.
Deuxième hypothèse, le cran d'au-dessus, c'est de demander à bénéficier du remboursement forfaitaire. Alors, le remboursement forfaitaire, c'est un dispositif particulier dans le régime agricole qui est calculé d'une manière un petit peu particulière, enfin, qui a un raisonnement un peu particulier, puisque il n'est pas lié à la réalité des dépenses, c'est un régime forfaitaire. Donc, forfaitairement, l'administration fiscale va reverser 4,43% du montant des ventes réalisées par le groupement forestier. Le groupement forestier réalise une vente de bois. Il va demander à l'administration fiscale à bénéficier du remboursement forfaitaire et dans ce cas, il va toucher 4,43% du montant des ventes de bois qu'il a réalisées au titre de l'année. Si l'année suivante, il ne fait pas de vente de bois, il n'aura pas de remboursement forfaitaire, etc. Ça va vraiment varier selon les années. Par contre, ça veut dire que sur les achats qu'il va réaliser, donc s'il achète du matériel, s'il a des prestations de services qu'il va demander à des exploitants forestiers, là, il va payer de la TVA et il n'aura pas de remboursement de TVA sur ces montants-là. Donc, on va calculer la TVA uniquement sur les ventes de bois. Peu importe qu'on ait beaucoup de travaux forestiers et pas de vente de bois, on ne va pas regarder ça. Si jamais on est dans une situation où justement on commence à se dire j'ai beaucoup de dépenses de travaux forestiers, enfin liées à des travaux forestiers, je vais acheter du matériel et je vais avoir des factures de prestataires de services, là, il faut peut-être se poser la question d'aller bénéficier du régime général, enfin bénéficier du régime simplifié agricole, donc du régime général de TVA agricole, pour pouvoir récupérer la TVA sur les dépenses qu'on fait et appeler de la TVA sur les ventes qu'on fait. Comme ça, il va y avoir des systèmes de compensation et ça sera un calcul plus exact qui sera fait. Dans ce cas, on est soit redevable sur option parce qu'on opte à la TVA, soit redevable de plein droit parce qu'on dépasse un seuil de 46 000 euros sur 2 années civiles consécutives. Donc voilà, ce sont les différentes hypothèses qu'on peut avoir. On n'est pas redevable de TVA, on est uniquement au remboursement forfaitaire de TVA ou on est redevable de la TVA de plein droit ou sur option. Ce sont les différentes hypothèses qui sont possibles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu chiffrer et regarder dans le temps, puisque quand on prend une option, enfin, quand on relève d'un régime, on n'a pas toujours les mêmes. On peut changer de régime, mais c'est pas si simple. On a des durées incompressibles. Donc là, je vous renvoie vers les fiches pour savoir comment calculer. Et puis, si jamais il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter à demander à votre syndicat qui vous aide un petit peu à raisonner sur la TVA ou à revenir vers le service juridique. Mais en tout cas, c'est quelque chose où vous pouvez un petit peu activer des curseurs et choisir ou non d'y être parce que ça peut être intéressant si vous avez des gros travaux qui sont à faire notamment. Réfléchissez bien avant de les faire s'il n'y a pas l'opportunité d'aller vous soumettre à TVA pour bien récupérer cette TVA. Et puis, je fais un petit aparté aussi. Si jamais vous avez un numéro de SIRET, ce qui est le cas normalement pour les groupements forestiers, puisque vous êtes immatriculé, vous pouvez bénéficier du taux de TVA à 10% sur les travaux forestiers et non pas 20%. Pour ceux qui n'ont pas de numéro SIRET, il n'est pas possible de bénéficier de ce taux réduit à 10%. Ce n'est possible que quand on a un numéro SIRET. Donc ça, il faut bien le dire aux exploitants forestiers, leur dire, moi, j'ai un numéro de SIRET, donc sur mes travaux forestiers, je veux bénéficier de la TVA à 10%, sachant que c'est un dispositif qui est temporaire et qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2025. Donc la fédération travaille aujourd'hui fortement dans le cadre de la loi de finances pour 2026 à proroger ce dispositif. On n'est pas les seuls, il y a pas mal de gens dans la filière, notamment les coopératives forestières, les entreprises du territoire qui poussent aussi à ce que ce dispositif soit prorogé. Donc l'intérêt, c'est que les propriétaires forestiers qui font des travaux forestiers et qui sont immatriculés, qui ont un numéro SIRET, puissent bénéficier de ce taux de TVA à 10% et donc inciter les propriétaires forestiers à faire des travaux pour gérer leur forêt. Donc ça, c'est un dispositif qu'on suit de près. Donc pour l'instant, il est jusqu'au 31 décembre 2025. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. On a peu de visibilité sur une possible évolution. Autre type d'impôt, donc on change complètement de catégorie, on n'est plus dans la TVA, on est dans la taxe foncière. Ça, c'est une taxe qui est due quand on est propriétaire de foncier. Donc, que ça soit du foncier bâti ou non bâti, on a une taxe foncière qui est due. Donc, le principe, c'est que quand un groupement forestier est propriétaire de parcelles forestières, la taxe foncière est appelée auprès du groupement forestier. Je vous disais, c'est un impôt qui est dû par le groupement forestier dans cette hypothèse et non par les associés. C'est vraiment le GF qui va payer sa taxe foncière. Et puis, on a des dispositifs d'exonération qui sont les mêmes que celles
qui sont les mêmes que ceux applicables quand on détient en direct des parcelles boisées. Donc, si jamais on réalise des opérations de boisement, reboisement, on voit qu'on a une exonération à 100% de la taxe foncière. Par contre, c'est la durée de l'exonération qui varie selon la nature des plantations qu'on fait. Donc, quand on plante des feuillus, c'est une exonération qui va durer 50 ans, donc une exonération totale pendant 50 ans. Si on plante des résineux, exonération totale pendant 30 ans et peuplier, l'exonération totale pendant 10 ans. Si on est sur de la régénération naturelle, on a aussi une exonération totale. Par contre, ça ne marche pas sur le peuplier. Et puis, futaie irrégulière en équilibre de régénération, on a une exonération partielle de 25% d'une durée de 15 ans. Donc là, bien sûr, il y a des conditions pour bénéficier de ces dispositifs d'exonération, puisque c'est pas comme ça qu'on en bénéficie. Il faut respecter certaines conditions, notamment en régénération naturelle. Il faut qu'il y ait un taux de reprise assez important. Donc, je ne rentre pas dans ces détails dans ce webinaire, mais je vous renvoie vers les fiches qui sont disponibles sur le site de France Sylva pour tous ces détails. Et sachez que pour en bénéficier, le principe, c'est qu'il faut faire une déclaration dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Donc, c'est un délai qui est assez court. Il faut remplir un imprimé. Alors, c'est soit l'imprimé IL 6704, soit l'imprimé IL 6707. Ça aussi, vous retrouverez ces références dans les fiches sur le site de France Sylva. Et il faut envoyer ça au service du cadastre. Si vous ne déclarez pas dans les 90 jours, pour autant, vous ne perdez pas le bénéfice de l'exonération. C'est juste que si vous déclarez plus tard, eh ben, le délai de 50 ans, 30 ans ou 10 ans, il a pris effet à compter de la fin des travaux. Donc, si vous déclarez 5 ans après, bah, vous avez perdu 5 ans d'exonération et tant pis, mais vous les aurez pour la durée restante. Ce n'est pas complètement perdu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, rapidement sur TVA, taxe foncière, pas de disposition particulière au GF. Donc, je vous renvoie vraiment sur les principes généraux et sur les fiches de France Sylva. Sur les fiches du site de France Sylva, Christelle, est-ce qu'il y a quelques petites questions sur ces deux thématiques, TVA et taxe foncière? Alors, quelques petites questions. Les questions posées qui ne correspondent pas sur TVA taxe foncière, je les poserai en fin de webinaire, hein. Le loyer de location de chasse est-il soumis à TVA si on a opté pour la soumission à TVA sur ces produits forestiers? Alors, la TVA si vous avez opté à la TVA au titre des activités sylvicoles, non. La location du droit de chasse, c'est autre chose, c'est un autre régime. Donc, c'est des régimes de TVA indépendants. Donc, il n'y a pas de TVA à mettre sur votre bail de chasse. Ensuite, concernant le seuil de 46 000 euros, correspond-il à la totalité des revenus du groupement forestier? Alors, comme on est en TVA agricole, on ne prend que les revenus agricoles. Notamment, on ne prend pas les loyers de chasse, mais on va prendre tout ce qui est agricole, c'est-à-dire revenus des coupes de bois, label bas carbone, et on prendra, à mon sens, aussi les revenus enfin, accessoires de la forêt, tout ce qui est champignons, écorces, etc. Merci. Touc. Euh, Si je rachète des parcelles qui ont bénéficié d'exonération de taxes foncières, puis-je continuer à en bénéficier? Oui, c'est lié à la parcelle. Si jamais vous respectez toujours les conditions, c'est lié à la parcelle. Donc oui, vous pouvez en bénéficier. Normalement, cette exonération, vous la retrouvez sur votre relevé cadastral. Vous avez le relevé cadastral, c'est le document que vous pouvez demander à la mairie concernant vos propriétés. Et si je dis pas de bêtises, c'est les colonnes tout à droite où vous avez le taux d'exonération. Donc, par nature, les parcelles forestières sont des parcelles agricoles et bénéficient d'une exonération permanente de 30% depuis cette année. Avant, c'était 20%. Désormais, c'est 30%. Et donc là, vous retrouvez le taux d'exonération. Donc, si jamais le propriétaire précédent bénéficiait d'exonération au titre d'opérations de régénération naturelle ou de boisement, vous verrez dans la colonne tout à droite 100%. Et vous le retrouverez. Donc, comme la parcelle vous sera mise dans votre relevé de propriété, vous retrouverez cette même exonération. Merci.
L'administration fiscale a-t-elle un délai pour valider ses demandes d'exonération trentenaire de TF? Bonne question, ça je sais pas. Je sais pas si elle a un délai. Ce qui est sûr, c'est que comme c'est à compter de la date de fin des travaux, vous êtes en droit de demander, si jamais vous avez bien fait votre déclaration dans les 90 jours, de demander à ce que ça prenne effet à compter de la fin des travaux, même si le délai de traitement est long par l'administration fiscale. Après, je n'ai pas connaissance d'un texte qui impose à l'administration de répondre dans un certain délai. Je ne sais pas. Merci. Est-ce que l'exonération de taxes foncières s'applique sur 100% de la parcelle cadastrale ou juste sur le prorata de la surface de boisement de la parcelle cadastrale? Le prorata de la parcelle, enfin du boisement. Ouais. Il va falloir aller faire ce qu'on appelle des sous-divisions fiscales. Si vous avez une parcelle d'1 hectare et que vous avez procédé à un boisement sur 20 arts, et ben, l'administration fiscale va créer enfin, sur cette parcelle-là, elle va créer deux sous-divisions, une qui aura l'exonération et une qui ne l'aura pas. Donc oui, c'est pas toute la parcelle qui va bénéficier. Autre question, est-ce que les prestations type expertise, assistance au plan simple de gestion sont-elles aussi passibles du taux de TVA à 10% comme celle des travaux physiques? Non, ça c'est 20%. On est pour moi, l'élaboration d'un PSG, on est dans le taux classique 20%. C'est vraiment des travaux. Enfin, pardon, c'est des travaux sylvicoles. Ok, ensuite il y a pas mal de questions sur la futaie irrégulière en équilibre de régénération. Quel justificatif? Il faut regarder, enfin, je renvoie aux fiches, je les ai pas en tête très honnêtement là. Il faut reprendre les fiches qui sont sur les sites de France Sylva et puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, on regardera précisément votre situation, mais je les ai plus en tête comme ça. Ok, merci. Je pense que ça va être la dernière question qu'on va prendre sur ce sujet et de toute façon, je réadresserai à la fin d'autres questions. Donc, je te laisse continuer l'exposé. Ok. Alors, on va continuer maintenant sur les aspects. On est dans la grande catégorie des droits d'enregistrement en matière fiscale. Donc, les droits d'enregistrement, ils comprennent notamment l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est un impôt qui évolue beaucoup, enfin, où on voit beaucoup de. À chaque loi de finances, il y a des aménagements. La dernière grande réforme de cet impôt, c'est en 2018. Et cette réforme, elle a eu pour principal objectif de limiter l'assiette de cet impôt aux seuls biens immobiliers. Avant, on considérait que l'ISF visait tout le patrimoine, donc c'était tout le patrimoine qu'on devait déclarer. Et dès lors qu'on dépassait certains seuils, on était soumis à l'IFI. Aujourd'hui, à l'ISF. Aujourd'hui, l'IFI ne vise que les biens immobiliers et si la valeur de ces biens immobiliers atteint 1 300 000, alors on est soumis à l'IFI et l'IFI, il est dû avec un calcul à partir de 800 000 euros. Donc on a deux seuils. On a un seuil à partir duquel on entre dans le champ de l'IFI, qui est à 1,3 million. Et si on est dans le champ de l'IFI, dans ce cas, on paye de l'impôt à partir de 800 000 euros d'assiette. Ça, c'est la règle générale. Quand on détient des biens forestiers, des biens immobiliers forestiers, des parcelles forestières, pas de difficulté. Ce sont des biens immobiliers, donc on sait que c'est dans l'assiette de l'IFI. Quand on détient des parts de GF, c'est un peu plus subtil et le raisonnement n'est pas tout à fait le même parce qu'on ne va pas sur les mêmes textes du Code général des impôts. C'est là où des fois on a des difficultés avec l'administration fiscale de compréhension. Donc, parcelles forestières, pas de difficulté, c'est dans l'assiette de l'IFI. Quand ces parcelles forestières sont dans un GF, vous, en tant que particulier, dans votre patrimoine, vous n'avez pas de parcelles forestières, mais vous avez des parts de groupements forestiers qui, elles, sont représentatives de biens immobiliers. Donc, dans ce cas-là, le principe au regard de l'IFI, c'est que vous devez déclarer à l'IFI les parts à hauteur de la valeur représentative des biens immobiliers qu'elle représente. Si jamais votre GF ne détient que des biens immobiliers, c'est-à-dire ne détient que des parcelles forestières, alors vous devez déclarer vos parts en totalité dans votre patrimoine de l'IFI. Si jamais, je grossis les traits, hein, si jamais ce groupement forestier détient
pour moitié des parcelles forestières et pour moitié c'est de la trésorerie, vous devez déclarer la moitié de la valeur de ces parts dans votre assiette de l'IFI. Ça, c'est le principe. Ensuite, ça, c'était la première étape de se dire, OK, les parts sociales, elles font partie du champ de l'IFI. Enfin, elles sont dans l'assiette de l'IFI. Enfin, elles peuvent être dans l'assiette de l'IFI. Une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul puisque l'administration fiscale, enfin, le Code général des impôts précise que les parts de société ne sont pas forcément retenues pour le calcul de l'IFI puisqu'on exclut de l'IFI les immeubles qui sont détenus par une société lorsque ces immeubles sont affectés à sa propre activité. Je le redis, on ne prend pas en compte dans l'assiette de l'IFI les immeubles détenus par une société, donc un GF qui détient des parcelles forestières, si jamais ces immeubles sont affectés à son activité. Quand on dit ça, affectés à son activité, c'est qu'on parle de réelle activité économique. Ça ne marche pas, par exemple, pour une SCI qui détient des immeubles et qui fait de la location immobilière. Là, on n'est pas dans une activité économique au sens de l'IFI. Là, on parle d'activité et l'administration fiscale a précisé que ça vise des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Alors après, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que les activités sylvicoles sont des activités agricoles au sens de cette notion d'affectation à l'activité? Et là aussi, l'administration fiscale a précisé euh, ce point-là, puisque dans la doctrine fiscale, on retrouve un texte qui dit les activités agricoles s'entendent de celles dont les revenus sont susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices en application de l'article 63 du CGI, étant précisé qu'il s'agit notamment de la production forestière. Donc, quand un groupement forestier détient des parcelles forestières et qui les affecte à une activité sylvicole, on est bien hors champ de l'IFI. Ce sont des biens qui sont exclus de l'assiette de l'IFI. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, on regarde d'abord les biens, on cherche à savoir quels sont les biens immobiliers qu'on détient. Quand on a des parts sociales qui sont représentatives de biens immobiliers, OK, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir si c'est, enfin, sur le principe, elles sont dans l'assiette de l'IFI, mais on les ressort de l'assiette de l'IFI si ces immeubles sont affectés à une activité. Donc, c'est un petit peu compliqué comme raisonnement, mais c'est en tout cas le raisonnement qu'il faut tenir par rapport aux parts de société. Et puis, dernière précision que l'administration fiscale a donnée sur ce point-là, c'est qu'elle a bien précisé qu'il n'est pas exigé que cette activité soit exercée à titre principal par la société ou par l'associé. Donc, un GF qui détient des biens immobiliers, des parcelles de forêt, qui les affectent à une réelle activité, c'est-à-dire qui est en capacité de prouver qu'il y a une gestion de sa forêt, il y a des travaux qui sont réalisés, il y a des ventes de bois de temps en temps, on peut arriver à démontrer qu'on a une réelle activité. Dans ce cas-là, ces parts sociales ne sont pas à prendre dans l'assiette de l'IFI. Si jamais on n'arrive pas à démontrer que les biens sont affectés à une activité, alors dans ce cas-là, on est dans le champ de l'IFI et on va aller chercher des dispositifs d'exonération. Ça, c'est vraiment, on a un sas d'entrée dans le champ de l'IFI et une fois qu'on est dans le champ de l'IFI, enfin, une fois qu'on a passé ce sas, là, on va chercher des exonérations. Mais moi, ma première étape, c'était de vous montrer que dans certains cas, on ne passe pas le sas d'entrée dans l'IFI et donc on n'a même pas lieu de les déclarer. Et si jamais donc on a passé le sas, on va chercher des mécanismes d'exonération et là, on a l'article 975 et 976 du CGI qui nous dit qu'on peut bénéficier d'une exonération de 75 de la valeur des parts de groupements forestiers si jamais on remplit certaines conditions. Il faut que les parts, elles soient détenues depuis plus de 2 ans si jamais on les a acquises à titre onéreux. Donc, par exemple, en cours de j'achète des parts de société de groupements forestiers, pendant 2 ans, je ne peux pas bénéficier de cette exonération, mais au bout de 2 ans, je pourrai en bénéficier si les autres conditions sont remplies. C'est-à-dire les autres conditions, certificat du directeur de la DDT attestant que les bois sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable et engagement du groupement forestier d'appliquer une garantie de gestion durable pendant 30 ans. Donc en matière d'IFI, il y a vraiment un raisonnement à avoir par rapport aux parts de GF. On n'est pas du tout sur la même chose que quand on les détient en direct, puisque quand on les détient en direct, on n'a pas ce texte, l'article 965 du CGI, qui vient nous dire que les biens affectés à une activité ne sont pas dans le champ de l'IFI. Ça, c'est quelque chose qui est propre aux parts de GF. C'est sûr que ça crée
des difficultés parce que la compréhension n'est pas forcément simple. Et puis, en pratique, c'est aussi pas très simple avec l'administration fiscale parce que régulièrement, on a des contrôleurs des impôts qui ont du mal à raisonner sur les GF puisqu'ils ont tendance à croire qu'un GF, c'est un peu le pendant d'un GFA, c'est-à-dire que c'est une société immobilière qui a pour objet de détenir des biens immobiliers. Sauf qu'un GF, il a effectivement pour objet de détenir des biens forestiers, mais il a aussi pour objet de les gérer et de les exploiter. Donc il a à la fois une activité immobilière et une activité d'exploitation et de gestion. Ce qui n'est pas le cas d'un GFA, d'une SCI, qui sont des sociétés purement immobilières en principe. Voilà sur la partie IFI. Pareil, je vous renvoie vers le site de Francilva. Il y a une fiche enfin, il y a même une grosse circulaire sur l'IFI qui avait été établie en 2019 et qui vient bien expliquer tout ça. Donc, n'hésitez pas à la reprendre. Et puis, si jamais vous avez des difficultés avec l'administration fiscale pour faire entendre ce point, bah, n'hésitez pas à faire remonter. Régulièrement, j'interviens auprès de l'administration fiscale pour échanger sur ce sujet. Alors, je ne dis pas que c'est du 100%. Des fois, on arrive à se faire entendre et à bien faire comprendre les arguments. D'autres fois, ça bloque. Là, j'ai en tête un dossier qui coince. Bon, on va voir si on arrive à le débloquer, mais voilà. Et enfin, dernier sujet en matière fiscale, c'est la transmission à titre gratuit. Donc, pour rappel, une transmission à titre gratuit, c'est une transmission par voie de donation. Je donne quelque chose et je n'ai pas de contrepartie. Ce n'est pas une vente. Une vente, je vends et j'ai de l'argent en contrepartie. Une donation, je donne et je n'ai pas de contrepartie. Et deuxième hypothèse, c'est les transmissions par décès, donc que ça soit par voie légale, c'est-à-dire les héritiers tels qu'ils sont prévus par la loi, ou par voie de testament. Ça, ce sont des transmissions à titre gratuit. Quand, dans le cadre d'une transmission à titre gratuit, on donne des parcelles boisées, on peut avoir un dispositif intéressant qui s'appelle le régime Bonichon, parce qu'il vient d'un amendement déposé par je ne sais plus si c'est un sénateur ou un député qui s'appelait M. Bonichon, qui est maintenant codifié à l'article 793 du Code général des impôts. Donc, c'est un dispositif qui est codifié, il n'y a pas de, c'est plus un simple amendement. Maintenant, c'est vraiment quelque chose dans le Code général des impôts. L'objectif de ce dispositif, c'est de permettre la transmission des parcelles boisées en tenant compte du fait que ce sont des biens un peu particuliers puisqu'ils procurent des revenus qui sont très espacés dans le temps. Et on a créé un certain artifice en distinguant la valeur du sol et la valeur de la plantation, en se disant le sol, il a une certaine valeur, la plantation, elle a une valeur qui évolue dans le temps et puis qui ne rapporte pas nécessairement, enfin, qui ne rapporte pas régulièrement. Donc, forfaitairement, on a considéré que que le sol, il avait une valeur de 25% et que les bois sur pied, donc les plantations, elles ont une valeur de 75%. Et donc, quand on transmet une parcelle de bois, on ne va taxer que cette valeur de sol, les 25%. Ça, c'est l'esprit de ce texte, c'est de dire qu'on distingue les bois, enfin le sol et les bois sur pied, puisque ce sont des biens qui, dans le temps, ont une valeur qui évolue. Pour autant, on peut très bien hériter d'une parcelle boisée et sur son temps de propriété, on n'aura pas forcément de récolte. Donc, ça serait quelque part injuste d'être taxé sur cette valeur de récolte pendante, mais qu'on ne recueillera pas. Donc, le régime Bonichon, ça consiste à permettre, en cas de transmission à titre gratuit, donation ou succession, à permettre une exonération de 75% de la valeur des biens qu'on transmet. Je transmets une parcelle qui vaut 100 000 euros. Si je respecte certaines conditions, je pourrais la taxer comme si elle valait 25 000 euros. Donc, on va avoir une exonération de 75 000 euros et ça sera un gros avantage à la transmission. Pour en bénéficier, enfin pardon, je vous ai donné l'exemple de parcelles boisées, mais et bien sûr, ça marche sur des transmissions de parts de groupements forestiers et c'est ça, qui est intéressant dans notre situation. Donc je transmets des parts de groupements forestiers qui ont une valeur de 100 000 euros. Je ne vais les taxer que pour une valeur de 25 000 euros si on remplit certaines conditions. Donc au moment de la transmission, il faut fournir un certificat de la DDT attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une garantie de gestion durable. Ça, c'est la DDT qui va vous établir ce certificat. Et puis, il faut que le groupement forestier s'engage à appliquer une garantie de gestion durable pendant 30 ans. Pour rappel, garantie de gestion durable, c'est PSG, RTG, CBPS. Si jamais les parts, on les a depuis moins de 2 ans, on ne peut pas en bénéficier, il faut attendre un délai de 2 ans. Ça, c'est une petite particularité propre au GF.
Et puis, après la transmission, il faudra fournir tous les 10 ans, donc ça c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais c'est une obligation. Il faut fournir tous les 10 ans un bilan décennal, c'est-à-dire un bilan qui indique la mise en œuvre du document de gestion durable. Il faut le fournir à la DDT et dire tous les 10 ans où vous en êtes par rapport à votre document de gestion durable, notamment votre programme de coupe et travaux. Et ça, c'est tous les 10 ans et c'est dans un délai de 6 mois. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Des fois, on aimerait bien que ça évolue un petit peu on pourrait avoir tendance à oublier de fournir ce bilan, mais aujourd'hui, la réglementation est comme ça. Sachant qu'on n'a rien, enfin, le texte ne dit pas expressément que si on ne fournit pas ce bilan décennal, tout le dispositif est perdu. Donc on ne sait pas vraiment la sanction qu'il y a à ne pas le fournir, mais en tout cas, dans le texte, c'est prévu comme une obligation. Euh, Et l'exonération, oui, ce que je voulais vous préciser, que je vous ai mis dans le bas de la diapo, c'est que l'exonération de 75% de la valeur départ, elle ne vaut que sur la valeur représentative des bois et forêts. C'est-à-dire que si vous avez un groupement forestier qui détient uniquement des parcelles boisées, pas de souci, l'abattement, il s'appliquera sur 75%, enfin, ça sera 75% de la valeur départ. Elles seront valorisées pour 25%. Si jamais le groupement forestier, il a aussi des liquidités et des placements, donc là, il y a un petit exemple qui est mis, par exemple, à son actif, il a 200 000 euros de parcelles boisées et puis 100 000 euros de liquidité de liquidité et placement. L'exonération de 75%, on ne pourra pas l'appliquer sur cette seconde partie de 100 000 euros. Donc, ça veut dire que la valeur taxable départ, elle sera de 200 000 divisé par 4. Ça, c'est notre exonération de 75% sur les parcelles boisées. Et puis, les liquidités et placements du groupement forestier, on les taxera à hauteur de 100%. Donc, on aura 50 000 plus 100 000, on taxera 150 000 euros. Donc ça, c'est le petit calcul à faire, il ne faut pas l'oublier. Et puis, si jamais on ne respecte pas les conditions, notamment si on n'applique pas un document de gestion durable pendant 30 ans sur les parcelles détenues par l'EGF, là, l'administration, elle peut demander un complément de droit, déjà dire, bah, je récupère ce que vous auriez dû, les 75% d'exonération, je les appelle. Finalement, je les soumets au droit de donation ou au droit de succession et puis un droit supplémentaire qui va être, de 30 si jamais la réduction ou le manquement, il est avant la 10e année, 20 si c'est avant la 20e année et 10 si c'est avant la 30e année. Donc, on a une petite, c'est un petit peu dégressif selon l'année enfin, le moment, auquel, les conditions ne sont plus remplies. Mais bon, ayez en tête que l'administration, elle est en droit d'appeler le complément de droit que vous n'avez pas payé puisque vous avez appliqué une exonération, plus un droit supplémentaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'IFI et les transmissions à titre gratuit. Et Christelle, je te redonne la parole si jamais il y a des questions. Alors, bien évidemment, il y a des questions. Y a-t-il un chiffre d'affaires minimum à réaliser pour considérer que l'activité du groupement forestier est bien sylvicole et donc exclue de l'assiette de l'IFI? Non, pas du tout. On n'a pas du tout de notion de seuil ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a cette notion d'affectation à une activité. Donc, c'est à vous de pouvoir démontrer qu'il y a une réelle activité, que ce n'est pas un groupement forestier dormant et où il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'AG, qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de gestion forestière. Mais il n'y a pas de notion de seuil. Ok, la valeur des maisons forestières présentes dans un groupement forestier bénéficie-t-elle de l'abattement de 75%? Alors, c'est un peu du cas par cas. Si vraiment, enfin, si c'est une maison d'habitation, sur le principe, elle n'en bénéficie pas. Si jamais c'est un bâtiment qui sert à stocker du matériel forestier, là, c'est discutable, on pourrait l'intégrer dedans. Je crois qu'il y a des précisions qui avaient été données par l'administration fiscale. À la rigueur, cette personne, elle peut m'adresser un mail et puis on regardera un petit peu si on trouve des choses. Merci. Peut-on cumuler régime Dutreil et Monichon dans le cadre d'un GF? Oui, alors j'en ai pas parlé, mais effectivement, alors c'est pas codifié expressément, ça, c'est quelque chose. Alors juste pour ceux qui n'ont pas le dispositif en tête, le dispositif du Trey, c'est un dispositif qui permet d'exonérer de 75% la valeur des parts d'une société qui a une activité agricole, commerciale, etc. C'est un autre dispositif d'exonération qui n'est pas propre aux parcelles forestières ou aux parts de GF, comme l'est le régime Monichon
Pour en bénéficier, c'est un peu plus lourd comme dispositif. En tout cas, c'est, il faut qu'il y ait un engagement de conservation des titres par les associés. Il faut qu'il y ait un engagement par l'un des associés d'exercer son activité professionnelle principale dans la société. Donc, c'est des conditions qui sont un petit peu différentes et qui sont des fois plus dures à justifier parce que l'activité professionnelle principale dans un GF, on a plus de mal en général à le justifier. Mais si on ne tient pas compte de, enfin, en tout cas, si les conditions du pacte Dutreil sont remplies, oui, on peut cumuler pacte Dutreil et exonération du régime Monichon. Ça relève de réponses ministérielles qui commencent à être un peu anciennes, qui sont de 2004 et 2008, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont bien précisé qu'on peut cumuler les deux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de remise en question de ça. Je n'ai pas connaissance de dossier où ça a été fait. J'avoue que je sais pas je sais pas si c'est beaucoup pratiqué. Voilà. Merci. Quelle est la forme du bilan décennal et par qui est-il rédigé? Le bilan décennal, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un formulaire. C'est ça, je te coupe. C'est C'est ça, c'est un un formulaire formulaire CERFA. Sherpa, exactement. Et je vais vous le mettre dans le chat, mais il est également disponible sous une fiche sous le site Fransilva, sous l'espace adhérent. Parfait, merci Axel. Merci. Est-ce qu'il faut attendre la demande de la DDT pour fournir le bilan décennal ou doit-on être proactif? Proactif. Non, non, ça serait bien qu'il y ait une demande de la DTT, mais non, c'est à vous, en tant que gérant de GF, de penser à fournir ce bilan décennal, ce qui peut être très compliqué. Très bien. Je vais passer aux questions qui sont peut-être qui reprennent un peu sur d'autres sujets aussi de la webinaire que l'on avait mis en attente. Voilà, juste un petit point pour préciser que on a beaucoup fait référence aux documents qui sont dans l'espace adhérent du site francilva.fr. Je vous ai noté dans le chat les conditions pour pouvoir y accéder et comment pouvoir créer son compte. Je vous mettrai dans euh, avec le replay un petit tutoriel sur comment créer les comptes, donc que je vous enverrai par mail avec le support de présentation. Je reprécise que le support de présentation et le replay de ce webinaire seront disponibles après ce webinaire. Et, euh, et je précise que l'accès donc à l'espace adhérent du site internet francilva.fr est réservé aux adhérents de francilva.fr. Pour répondre à une question, donc effectivement, quand vous êtes associé mais pas gérant d'un groupement forestier, vous pouvez demander cet accès et il faut juste que vous vous fassiez connaître auprès de votre syndicat pour que le syndicat vous identifie comme étant un associé d'un groupement forestier qui est adhérent au groupement forestier. Par contre, pour un gestionnaire qu'il soit expert, qu'il soit gestionnaire indépendant ou gestionnaire d'une coopérative, c'est via votre propriétaire qui, lui, est adhérent, mais il faut avoir un numéro d'adhérent, entre guillemets, pour pouvoir accéder à cet espace. Ces choses étant précisées, je vais revenir donc à des questions un peu plus Peut-être revenir sur les plus-values. génériques. Si tu veux, on peut peut-être revenir sur la On question des peut plus-values. revenir sur la question des plus-values et puis après, il y a quelques autres questions. Il est 11h12, on va essayer de prendre encore 4-5 questions. On pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais d'ores et déjà, je voulais vous remercier parce que franchement, sur les questions qui ont été posées, donc vous ne les voyez pas hein, dans le chat, mais elles nous remontaient, nous, au niveau des intervenants. Et puis, vous avez vraiment respecté le cadre qu'on vous a donné. Donc, merci parce qu'on était près de 200 participants sur ce webinaire. Donc, merci d'avoir respecté le cadre qu'on vous a donné parce que ça enrichit ce webinaire, mais ça permet aussi de pouvoir faire ça de manière plus fluide. Donc, Alexandra, cette parenthèse faite, je te laisse la parole sur la question des plus-values. Et on adressera Oui, quelques questions on va aller jusqu'à 11h30 et à 11h30, on clôturera ce webinaire. alors oui, sur les plus-values, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il y a deux hypothèses où on peut avoir des plus-values. C'est soit le GF qui vend des parcelles, enfin qui vend des biens dont il est propriétaire, et dans ce cas, il peut générer une plus-value, soit les associés vendent leur part et ils peuvent générer une plus-value. Une plus-value, c'est quand on a un écart entre la valeur de vente et la valeur d'acquisition. Donc j'achète des parts sociales qui avaient une valeur de 100 lorsque je les ai acquises, je les revends 150, bah, j'ai 50 € de plus-value.
Sur le point des plus-values, on n'a pas de précision expresse de savoir de quel régime des plus-values relèvent ces opérations, que ce soit les ventes de parts sociales ou les ventes de parcelles forestières. Je pense que alors comme c'est souvent des notaires qui interviennent, je pense que spontanément, les notaires ont tendance à les taxer dans le régime des plus-values immobilières privées, donc c'est-à-dire les plus-values où le régime, c'est exonération totale au bout de 30 ans de détention, que ça soit pour à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales. Donc ça, c'est le régime plus-value immobilière, comme si vous vendiez une maison, c'est dégressif dans le temps. Donc, exonération des impôts sur le revenu, c'est à la 21e année et contribution sociale, c'est à la 30e année, mais donc c'est dégressif au fur et à mesure. Et le notaire est tout à fait en capacité de vous faire un chiffrage de ces plus-values immobilières. Mais on peut, si jamais on arrive à démontrer qu'on est sur une activité professionnelle au sens, c'est-à-dire participation directe, personnelle et continue à l'activité. On pourrait relever du régime des plus-values professionnelles et dans ce cas-là, on tombe dans un régime qui est tout autre. Donc, je vends des parts sociales et j'arrive à démontrer de GF et j'arrive à démontrer que j'ai une participation personnelle directe et continue à l'activité. Dans ce cas, on est dans un régime tout autre et on peut aller chercher, on a d'autres cartes applicables quelque part. On pourrait avoir le 150 accepties qui est lié au chiffre d'affaires. On pourrait avoir le 151 ONIES 4 quand on est en donation. Enfin, on a d'autres dispositifs qui sont à rechercher, qui sont entre guillemets bien plus complexes et où les conditions sont plus dures à justifier. Très honnêtement, c'est pas évident de déterminer. Enfin, on n'a pas de jurisprudence qui nous tranche clairement si on relève des plus-values immobilières ou si on relève des plus-values mobilières sur professionnelles quand on vend des parts d'EGF. Donc, c'est un petit peu difficile, mais je pense que le plus courant et ce qui est pratiqué, c'est plus-value immobilière et donc lié à la durée de détention des biens avec une exonération au bout de 30 ans. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. Merci beaucoup. On va adresser encore quelques questions. Lorsqu'un GF reverse directement des revenus de vente de bois au nu propriétaire et non à l'usufruitier, ceux-ci doivent-ils déclarer ces revenus au titre de leur propre impôt sur le revenu ou bien le fait qu'ils payent leur quote-part de revenus forfaitaires suffit-il? Non, alors déjà, première chose, il faut regarder dans les statuts si des choses sont prévues par rapport à la répartition des revenus. Je vous renvoie au précédent webinaire que j'avais animé sur les aspects juridiques. C'est quand on a des parts sociales démembrées, qui a le droit aux revenus. Normalement, dans les statuts, c'est prévu, ou sinon, il faut qu'il y ait une convention qui soit faite entre l'usufruitier et le nu propriétaire pour déterminer qui a droit aux revenus. Et ensuite, qu'on le verse à l'usufruitier ou au nu propriétaire, je vous disais tout à l'heure, les revenus des coupes de bois, elles ne sont pas taxables. C'est vraiment le forfait forestier. Donc, si jamais le forfait forestier est bien déclaré, tout va bien. Enfin, c'est ça qu'il faut déclarer à l'administration fiscale. Et les revenus des coupes de bois ne sont pas taxables. Merci. Peut-on bénéficier du crédit d'impôt sur un achat de parcelle réalisé il y a 3 ans? Euh, on s'était posé la question. À mon sens, on peut le faire par voie de réclamation, mais il y a un délai. Je pense que 3 ans, on est trop tardif. À la rigueur, cette personne peut me renvoyer sa question et je regarderai. Là, on est vraiment dans le régime général de ce qu'on peut réclamer. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez plus le mettre dans votre déclaration de revenus. C'est trop tard. Enfin, c'était à mettre dans la déclaration de l'année suivant l'acquisition, puisqu'on déclare ses revenus de l'année suivante. Donc, c'est par voie de réclamation. Donc, c'est une procédure où on réclame à l'administration une révision de ce qu'on a déclaré et l'administration peut accepter ou refuser. Mais le point que je ne sais pas, c'est pendant combien de temps on peut procéder par voie de réclamation. Peut-être que c'est trop tardif, je ne sais pas. À regarder. Je propose que cette personne m'adresse sa question et on regardera. Merci. Y a-t-il une surface maximale à acheter pour le défi acquisition? Alors, le défi acquisition, on a vu tout à l'heure qu'il ne s'appliquait qu'aux acquisitions de parts sociales. Donc, on parle plus surface. La notion de surface, elle n'est que en cas d'acquisition de parcelles boisées. Effectivement, on avait des seuils d'ailleurs.
Ces seuils ne s'appliquent pas sur les parts de GF. Vous pouvez acheter tout le capital d'un GF, peu importe, mais de toute façon, ça sera plafonné par le 6 250 € ou 12 500. Mais on ne part pas de seuil de surface quand on achète des parts de GF. Merci. Quelle exonération de taxes foncières pour des parcelles avec un mix feuillu résineux? Ah, et ben, il va falloir faire des sous-divisions. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que D'accord. c'est des fois un petit peu compliqué à faire, mais il va falloir arriver à démontrer qu'on a planté du feuillu, planté du résineux et arriver à faire des, des, des grandes masses quoi, pour avoir deux sous-catégories. Ça, c'est à voir avec l'administration fiscale dans la déclaration, dans les imprimés que vous adressez au moment des demandes d'exonération. Ok, merci. L'état de futaie irrégulière peut-il être déclaré fiscalement alors que le PSG prévoit un autre traitement? Alors là, je comprends de la question qu'on ne respecte pas le programme de coûts et travaux du PSG. Donc c'est une toute autre question. Enfin là, c'est vraiment si dans votre programme de coûts et travaux, il était prévu quelque chose et que vous ne le faites pas, attention, enfin, ça a quand même des conséquences par rapport à toutes les exonérations, par exemple. Enfin, tous les dispositifs qu'on a présentés, vous voyez qu'il fallait un document de gestion durable et qu'on le respecte. Donc si jamais il n'est pas suivi, c'est un problème. Euh, et par contre, pour l'exonération, il n'y a pas de condition de DGD, il me semble, en matière de taxe foncière. À revérifier. Donc là, je comprends qu'on voudrait se placer dans la dernière ligne du tableau, mais que ce n'est pas prévu par le PSG. À revérifier. La personne peut m'adresser sa question, on regardera également. Très bien, merci. J'ai des parcelles agricoles louées au milieu des bois. Dois-je les inclure dans le GF que je vais peut-être créer? Alors, je déconseille parce que ça va être. Enfin, normalement, alors déjà, l'objet d'un GF, c'est d'avoir des parcelles forestières, c'est pas d'avoir des parcelles agricoles. Euh, on déconseille de mettre des parcelles agricoles parce que ça brouille un peu ça. Vous allez avoir des revenus liés à ces parcelles, donc vous allez avoir des revenus fonciers. Euh, donc on a un problème juridique parce que c'est pas tout à fait l'objet d'un GF. On a un problème fiscal puisque ce ne sera pas dans le forfait forestier. Ce qui peut être fait, c'est de créer un groupement foncier rural qui est un intermédiaire entre le GFA, le groupement foncier agricole, et le GF, le groupement forestier. Le groupement foncier rural, lui, il a pour objet de détenir des biens agricoles et forestiers. Et dans ce cas, on applique la fiscalité forestière aux parcelles boisées, puis la fiscalité agricole aux parcelles agricoles. Et comme ça, on a une société qui est conforme juridiquement et fiscalement, on distingue les deux régimes. Très bien, merci. Quelle surface maximale assurée incorporable dans le défi assurance? J'imagine que la question est par rapport au plafond. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais fait le calcul de savoir quel était le plus optimisé par rapport à l'assurance. Je ne sais pas. Je faudrait essayer de le faire, le calcul. Je sais pas. Il doit bien y avoir un moyen d'obtenir, de savoir où, à quel moment le plafond est dépassé et où on cotise à perte, entre guillemets, enfin sans crédit d'impôt, je ne sais pas. Ok, merci. Une question, est-ce que les aspects fiscaux du groupe forestier sont applicables aux propriétaires forestiers sylviculteurs? Je reprécisais, parce qu'en tant que propriétaire forestier, il a un SIRET pour l'activité, une activité en auto-entrepreneur. L'INPI ne me permet pas d'avoir un SIRET sylviculteur. Est-ce qu'il peut récupérer la TVA à 4,43%? Bah, il faut déclarer deux exploitations. Il y a une exploitation, de ce que je comprends, qui est une activité commerciale, enfin qui est ou en tout cas autre. Et puis il faut faire une autre entreprise individuelle pour la partie sylvicole. Et comme ça, vous aurez deux numéros SIRET distincts. Et puis de toute façon, comme ça, enfin, vous pouvez, c'est pas forcément adapté de regrouper toutes vos activités dans une même entreprise individuelle. Donc c'est bien d'avoir une qui fait l'activité sylvicole et qui aura son propre régime fiscal sylvicole, et puis l'autre qui a son activité propre et qui est dans un autre champ de TVA notamment. Merci. Quel est l'impact d'un démembrement sur les éléments présentés?
Le démembrement de propriété, alors par rapport aux revenus, le principe c'est que c'est l'usufruitier qui doit déclarer le revenu, enfin qui doit déclarer le forfait forestier. Par rapport aux défis, alors ça il faut reprendre défi par défi qui en bénéficie. Faudrait regarder parce que là il y a eu des précisions de l'administration fiscale que j'ai plus en tête comme ça par type de défi. Par rapport à la TVA, c'est l'usufruitier qui fait les déclarations de TVA, donc les enfin, mais non, c'est le GF qui fait les déclarations de TVA, donc pas d'impact sur le démembrement. Taxe foncière, c'est le GF qui la paye. L'IFI, normalement, c'est l'usufruitier qui est taxable à l'IFI. Et transmission à titre gratuit de part, bah, si jamais vous ne transmettez que la nue propriété, l'exonération de 75% ne sera que sur la nue propriété. Enfin, dans les grandes lignes, hein, la question était assez large, donc j'ai essayé de rebalayer un peu, mais voilà, enfin, c'est une question un peu large là. Merci. Autre question, il me semble que pour déclarer une plus-value professionnelle, cela implique qu'on a cotisé à à la MSA, l'activité professionnelle. Alors, pas forcément, c'est sûr que c'est plus facile de démontrer que c'est notre activité professionnelle quand on est affilié à un organisme social. Ça, c'est sûr que c'est le principal, enfin, c'est un critère assez fort pour dire qu'on a une activité professionnelle. Et je pense effectivement que si jamais on n'est pas affilié, l'administration fiscale, ça peut tiquer un peu qu'on déclare des plus-values professionnelles. Euh, j'ai en tête un cas d'un propriétaire qui a tenté de déclarer ses ventes de parcelles et qui a déclaré des plus-values professionnelles, enfin qui a appliqué une exonération au titre d'un dispositif propre aux plus-values professionnelles. Je ne sais pas si derrière l'administration l'a retoqué ou pas. Enfin, en fait, tant qu'on n'est pas contrôlé, on peut appliquer un dispositif, c'est déclaratif hein, quand on fait l'acte chez le notaire, et puis il faut que le notaire accepte de suivre le raisonnement, mais c'est déclaratif. Si jamais il n'y a pas de contrôle, on ne saura jamais si c'est valable ou pas. C'est au moment du contrôle qu'il y aura une discussion avec l'administration fiscale. Merci. Et je vais en dernière question. Est-ce que donc les bénéfices fiscaux qui ont été présentés sur le cadre des GF, est-ce que sur les autres formes juridiques, à savoir SCI, GFA ou GFR, est-ce qu'ils peuvent être applicables? Ben justement, non, pas toujours. Alors, le forfait forestier, il n'est pas lié à la forme de la société, donc oui, il peut s'appliquer. Euh, le défi, il est propre au GF, donc si jamais vous êtes dans SCI, ça ne marche pas. La TVA, elle est liée à l'activité, donc là, peu importe la forme de la société, c'est l'activité qu'on regarde. Taxe foncière, c'est pas lié à la forme de la société. L'IFI, c'est pas lié à la forme de la société quand on parle de biens affectés à une activité de production. Par contre, c'est vrai que si c'est dans une SCI, c'est pas complètement logique. Enfin, il va falloir vérifier l'objet de la SCI, mais c'est pas tout à fait logique. Et régime Monichon, là, c'est uniquement propre aux parts de GF. Ça ne marche pas sur des parts de SCI. Donc, quand on crée une société, il est vraiment important de se poser la question de la forme à retenir, puisque notamment, on le voit sur les parcelles boisées, on a des dispositifs qui sont propres au groupement forestier. Donc, quand on crée une SCI, ben, on sait qu'on va se couper certains dispositifs. Alors, il y a sûrement d'autres raisons qui justifient la création d'une SCI, mais en tout cas, à la Constitution, il est important de bien réfléchir sur la forme la plus adaptée. Merci pour cette dernière question. Je reprécise donc que vous allez recevoir dans un mail donc le support de présentation. Je vous ajouterai un petit tuto pour la création de compte sur le site internet puisque vous avez compris qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'espace juridique de l'espace adhérent du site francilva.fr à ce sujet. Je vous aurai aussi le lien du replay et pour répondre à la question, pour savoir comment retrouver la vidéo YouTube sur les aspects juridiques des groupements forestiers, il faut que vous vous connectiez sur YouTube. Vous allez sur le compte Francilva, donc vous mettez Francilva et dans Francilva, vous avez une playlist qui s'appelle les rendez-vous webinaires. Et dans cette playlist-là, vous trouverez tous les replays des webinaires et notamment celui sur les aspects juridiques
des groupements forestiers. Et d'ici quelques jours, je pense d'ici la fin de semaine, vous aurez le replay également de ce webinaire sur les aspects fiscaux des groupements forestiers. Il ne me reste plus qu'à remercier Alexandra pour sa présentation. Merci Axel pour le support également juridique. Et puis vous remercier tous pour votre participation parce que nous étions assez nombreux aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous aura apporté de l'information et de l'éclairage sur ces éléments. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.